L'île du lendemain, des nouvelles aventures de Gulliver, en vente en format papier sur Atramenta et sur Amazon. Où l'on retrouve notre aventurier devenu père de famille et travaillant pour assurer son existence. Depuis des années, Gulliver partageait sa vie avec les sujets du roi d'Igan. Il avait enfin compris qu'il ne reverrait plus jamais sa patrie. Son passé ne lui appartenait plus, et les grains du sablier s'écoulaient lentement de ses doigts sur la plage de cet archipel paradisiaque, loin de sa terre natale. Et il regardait avec émotion sa douce et tendre Aminaya, celle qui désormais partageait ses jours et ses nuits. Il apprenait chaque jour à ne plus vivre seul, et l'amour leur avait apporté deux merveilleux enfants, Maeva, née comme lui en Angleterre, et Little Johnny, qui courait comme un beau diable, sautillait comme un singe et riait comme seuls savent le faire les enfants de son âge en liberté. La liberté. Pour Gulliver, maintenant père de famille, ce mot devenait chaque jour de plus en plus étranger. Fini ces aventures sur les mers déchaînées. Vaincre des géants, tenir tête au roi, vivre de rien, il savait faire. Mais être père? Un immense vide l'envahit, et il posa un regard mélancolique sur son épouse. Une sueur perlait sur son nez, et le souffle léger de son insouciance soulevait le drap nuptial à intervalles réguliers. Elle était enceinte. 3 enfants. Pour un marin, avoir une famille et un lieu d'attache, c'est un sujet de conte, une chanson douce et triste durant les longues nuits de quart, espérant la relève. On dit que les hommes de mer ont une femme dans chaque port, mais c'est mal les connaître. Lui, il n'avait aimé qu'une seule étoile, celle qu'il avait suivie sans faillir jusqu'à la ligne lointaine où l'horizon touche le ciel, jusqu'à la décrocher du nadir, un trésor qu'il déroba aux dieux. Comment pouvait-il faillir? Il ne pouvait la décevoir. Elle qui avait posé dans son cœur le brillant qui illuminait ses yeux, elle qui de sa voix avait calmé le tumulte de son âme, méritait d'avoir à son côté un homme, que dis-je, un chevalier digne de ce nom. Oui, il l'aimerait, oui, il prendrait soin d'elle, oui, il serait ce rocher, ce refuge, et ce piton de granit enfoncé dans le noir de l'océan. L'aurore le surprit dans ses fermes résolutions, et déterminé, il se leva sans bruit, déposa un baiser furtif sur son front, caressa gentiment ses cheveux crépus en admirant l'arrondi naissant de son ventre, et se prépara ensuite pour la pêche, car c'est ainsi que survivaient les indigènes dans ces contrées lointaines. De la rencontre que fit le marin avec le propriétaire de l'île du lendemain. Tout à fait, monsieur Gulliver, tout à fait. Monsieur Domagny était un homme des plus affables, d'une éducation irréprochable, et perspicace à souhait. Il semblait lire les pensées les plus intimes de notre compagnon, et répondait à ses questions avant même qu'elles ne fussent sorties de sa bouche. Voilà qui est fort bien parlé, et d'un raisonnement excellent. Ah, si les hommes qui nous entourent avaient votre sagacité, imaginez ce qui pourrait se faire. Gulliver approuva. Le matin même, alors qu'il était occupé à tendre ses lignes et assurer ses filets, il avait remarqué dans le lointain une brume étrange, peu habituelle à cet endroit de l'océan. Par curiosité, il s'était approché, et à sa grande stupeur, il aborda une nouvelle île. Un brouillard persistant l'enveloppait. Il ne voyait pas au-delà de 3 yards. La terre, sans doute à cause de cette humidité, lui parut des plus fertiles. Au détour d'un rocher, il aperçut une cabane cossue, et sur le devant de la porte, M. Domagny, avec qui il s'entretenait maintenant. Eh bien, soit, nous ferons ainsi. Ils se serrèrent la main et conclurent un accord dont les tenants et les aboutissants se perdirent dans l'épaisse nappe qui recouvrait l'archipel. L'hiver austral approchait. Cette année-là, les tempêtes avaient secoué l'île, et plus d'une hutte fut emportée, les champs noyés.
Chacun s'affairait au milieu de la boue, butant contre les troncs et les branches qui encombraient les chemins. On s'appelait de loin, on s'aidait comme on pouvait, tout en observant du coin de l'œil les nuages et le vol des oiseaux. Oui, c'était fini, pour cette fois. Telle une leçon de vie, fallait-il donc que chaque grand bonheur fût contrecarré par une catastrophe? Y avait-il un équilibre, un jeu de balancier puissant qui entraînait les hommes dans un mouvement qui les dépassait? As-tu des nouvelles d'Obanoa? Il va très bien, et sa famille aussi. Sa cabane a été emportée, et je l'ai accueilli chez moi. Le roi Digan avait réuni les chefs des familles pour le census. Personne ne manquait, aucune victime n'était à déplorer, mais les dégâts causés aux habitations et aux récoltes étaient énormes. Il faudrait beaucoup de temps pour tout remettre en état, et qui sait si un autre cyclone ne passerait pas de nouveau avant la fin de l'hiver. Gulliver regardait cela d'un œil des plus avisés. On aurait dû construire des digues, empierrer des chemins et planter des arbres pour retenir les torrents qui dévalaient les pentes du volcan éteint. Et si on y mettait de l'ardeur, des maisons en dur. Un léger agacement le travaillait. Ces indigènes, quoiqu'aimables et sympathiques, manquaient sérieusement de prévision. De plus, ils prenaient leur travail avec insouciance et tenaient des conseils interminables d'où ne sortaient que peu de décisions concrètes. Il sentait qu'il devait organiser cela, mais curieusement, son aide n'était guère sollicitée. Il était le mari de la cousine du roi, certes, mais cela ne semblait pas lui donner d'autre privilège que de s'occuper de sa case et de veiller à ce que les cochons de l'île fussent bien nourris. En effet, il participait à une sorte de brigade d'entretien qui passait de maison en maison pour récupérer les ordures. Ils amenaient tout cela à l'enclos municipal, où les bêtes étaient gardées en commun. Mais comme la porte fermait mal, les animaux se promenaient dans les rues. On s'assurait juste qu'ils ne souillassent point les maisons, et qu'ils se nourrissent dans l'enclos. Pour des raisons évidentes, il était devenu le meilleur ami des porcs, qui le suivaient comme des petits chiens et lui lançaient des gouing-gouing reconnaissants, tandis que les travailleurs de son équipe riaient à pleines dents de cette étrange amitié. Souvent, pendant son travail, Gulliver repensait à M. Domagny. Bien sûr, sœur Gulliver, avec des hommes comme vous à la tête des tribus, on avancerait à grands pas vers la civilisation. Voyez-vous, moi-même, j'ai bien essayé d'améliorer le sort de ces bougres, mais que peut faire un homme seul pour la multitude? Voyez cette île, mon unique possession. Elle est d'une fertilité extraordinaire. Pour mener à bien vos projets, il faudra un coup d'éclat. Imaginez, imaginez ce que notre association produirait. Quelques graines, un peu de travail, et nous aurions une récolte si abondante que nous pourrions disposer d'un stock de 3 ans. 3 ans. Gulliver pensait à haute voix. Non, Massy Gulliver, ce cochon n'a pas 3 ans, il vient juste de quitter sa mère. Des rires fusèrent de toutes parts. Peut-on se fâcher avec les enfants? Gulliver rit avec eux malgré lui, et sa corvée terminée, il rentra chez lui, se changea, et profitant de la sieste de Minaya, il entra dans la réserve familiale. Il en ressortit quelques instants plus tard, appareilla sans un mot, et cingla vers l'huile au brouillard perpétuel. Ce manège dura toute une saison. Il partait souvent, trouvant des excuses chaque fois renouvelées pour prendre la mer. Il ramenait quelques poissons pour donner le change. Il refusait qu'on l'accompagnât. Et un jour, il oublia même sa corvée. Les Paccaris s'en plaignirent, réveillant plus d'une famille dans leur sieste, alors qu'ils fouillaient dans les jardins pour trouver de quoi calmer leur faim. Personne ne fit de reproche à Gulliver. Il eut une réunion pourtant, à laquelle il n'assista pas. On parla fort tard dans la nuit. Les avis semblaient partagés, et notre ami maugréait sur sa couche, car il voulait dormir. Il était devenu des plus irritables, négligeait souvent sa famille et ne dormait que rarement. Aminaya avait noté son changement d'attitude. Au début, elle pensait qu'il était normal pour un étranger de s'adapter avec difficulté à cette vie tribale. Puis elle se dit qu'il devait être un peu inquiet de savoir qu'un troisième enfant venait.
Mais un soir, il devint tout à fait désagréable. Aminaya en fut si bouleversée qu'elle passa la nuit dans la maison des femmes et se consola en parlant de ses malheurs aux matrones compréhensives. Voilà bien l'universalité des choses, pensa-t-il avec aigreur. Même ici, il faut que la femme se plaigne encore et toujours de son mari. Si elle avait pu comprendre le plan gigantesque qu'il avait concocté, grâce à lui, elle vivrait enfin sans inquiétude. Monsieur Domani avait tenu parole. En s'associant avec lui, Gulliver avait pris la plus audacieuse des décisions, certes, mais il était sur le point de recevoir la plus fabuleuse des récompenses, un retour sur son investissement des plus rentables. Aminaya n'en savait rien. D'ailleurs, comment aurait-il pu expliquer à cette charmante, mais après tout si candide enfant, ce qu'il avait décidé? Elle n'aurait pas compris. Elle aurait voulu en parler au conseil de l'île. On aurait perdu des jours, des semaines même en discussion. Et qui sait, l'opportunité se serait évanouie. Non, il fallait agir vite et seul. Le lendemain, il devait recevoir sa première récolte et se préparer intérieurement pour cet événement capital et décisif. Or, ce fut cette nuit-là que s'abattit la tempête tropicale dont nous évoquions les dégâts tout à l'heure. Où M. Domani, fidèle à sa parole, remet à Gulliver le fruit de sa décision audacieuse. C'est tout à fait extraordinaire. Vous avez accompli la meilleure des choses, cher ami, la meilleure des choses. Toute la tribu du roi d'Igan avait mis pied à terre sur l'île de M. Domani, qui accueillit Gulliver avec un grand sourire et une cordiale poignée de main. Tout se déroule comme vous l'aviez prévu. Votre heure de destinée est enfin arrivée. Allez, ils sont à vous. Mes amis, déclara solennellement Gulliver en levant les bras vers le ciel. Sa redingote anglaise, lustrée pour l'occasion, suivait avec peine l'agitation de son corps. Mes amis, nous sommes saufs. Voyez cette île, parcourez-la, réjouissez-vous, explorez-la, réjouissez-vous, car c'est ici que j'ai patiemment planté toutes les semences qui manquent à vos greniers. En effet, les habitants prenaient soin à chaque récolte de préserver dans des urnes une partie de leurs denrées. Il était rare qu'on utilisât ces réserves, si ce n'était pour quelques fêtes où l'on faisait ripaille. Gulliver avait profité de son métier de porcher, puisqu'on lui laissait prendre les ordures, pour vider peu à peu les vases et les urnes de ses concitoyens. Après tout, ils vivaient en communauté, et les biens de chacun n'étaient-ils pas les biens de tous? L'après-midi, il cinglait vers l'île, donnait les graines à M. Domani, qui, travailleur infatigable, avait ensemencé toutes les terres. Un murmure parcourut l'assemblée. Le roi d'Igan regardait Gulliver d'un œil à la fois confiant par nature et incrédule par circonstance. En effet, les récoltes étaient perdues, et l'on avait cherché en vain les réserves qui auraient pu aider les habitants à passer ce mauvais cap. On était tout de même choqués des manières de faire, car personne n'avait abordé ce sujet au conseil, auquel Gulliver assistait pourtant, quoique rarement ces derniers temps. Mais enfin, il y avait urgence, et si cette île, qui n'avait pas trop souffert des dégâts, tenait ses promesses, on pourrait tenir 3 ans, déclara fièrement notre héros. Tout ce petit monde se mit en marche, Gulliver en tête, heureux de son initiative, et disposé à enseigner à ces sauvages une petite leçon de civilisation. Tous les champs avaient été coupés. Il ne restait rien sur pied, ni en terre, ni dans les arbres, ni maïs, ni gname, ni mangue, ni banane. Ah, M. Domani a bien fait les choses, pensa Gulliver. Il a déjà rentré la récolte, et celle-ci doit attendre sagement sur l'embarcadère. Venez, allons, retournons voir M. Domani, préparez vos forces, car la saison fut propice et le hangar doit déborder. Le hangar était vide. Par ici, mon contremaître est un travailleur hors pair, il a dû charger les bateaux pendant notre excursion. Une angoisse soudaine étreignit le marin, et si, il n'osait y penser.
On retourna vers la flottille, les conversations allaient bon train, et notre héros avait du mal à respirer. Son appréhension se fit réalité, car le bateau de M. Domagny avait levé l'ancre et quitté l'île. Sur le sable traînaient quelques caisses, et un mot cloué sur le tronc d'un cocotier attira son attention. « Sir Gulliver, votre investissement dans nos affaires a été une magnifique opération. Jugez-en vous-même par la qualité des graines que j'ai laissées dans les caisses, comme à compte de vos futurs rendements. En effet, j'ai eu vent d'une excellente opportunité, et vous sachant homme propre à l'action, j'ai dévancé vos ordres. Toute cette récolte, qui vous appartient de droit, a été transférée par mes soins dans un autre archipel, encore plus prometteur. À mon retour, ce ne seront pas 3, mais bien 10 années d'abondance qui vous attendront. Votre dévoué serviteur, M. Domagny. Le retour fut lugubre. Chacun se dirigea vers sa case, une poignée de grains en main. On dut se résoudre à sacrifier les porcs, à bouillir des écorces, à griller des salamandres et de petits poissons. Les ouvriers manquaient de force, les travaux s'éternisèrent. Les mamans affaiblies perdaient leur lait, et quelques enfants tombèrent malades. Enfin le ciel se fit clément. On put retravailler les champs, se contentant d'une maigre récolte. On s'efforça tout de même à refaire une réserve qui devint commune et gardée par les soldats du roi. M. Domagny ne revint jamais, et un jour le soleil leva tout le brouillard qui entourait l'île du lendemain. La terre y était dure, le sol rocailleux, les animaux rares. Personne n'y retourna jamais plus. Quant à notre héros malchanceux, il avait élu domicile dans un arbre, à 3 jours de marche dans la jungle, et survivait dans une cabane perchée. Il portait un pagne, s'était teint les pieds et les mains, et avait tatoué sur son visage des lignes beiges et rouges qui signifiaient sa honte. Pendant 3 mois, les choses allèrent ainsi. Aminaya vivait dans la maison des femmes et se rendait utile en prenant soin des enfants pendant le temps des travaux auxquels tous participaient, hommes et femmes. Elle ne parlait que très peu, s'endormait tard et chaque nuit regardait inquiète le ciel. Son cœur ne lui mentait pas. Elle souffrait plus de l'absence de son mari que du déshonneur qu'elle portait pour lui. De plus, son terme approchait, et elle aurait tant voulu qu'il fût là. Cette nuit-là, il eut un conseil animé qui dura très tard, le sort de son mari s'y décidait. Où notre héros reçoit la juste récompense de ses actes insensés. Une commotion singulière secoua l'aurore. Les perroquets criaillaient, les singes hurlaient, et Gulliver, pourtant matinal, fut réveillé en sursaut par tout ce remue-ménage. Toute la tribu avançait sur lui. « Ah, enfin, se dit-il, mon heure est venue. » Il sortit sans précipitation, s'avança sans un mot, le regard droit, la tête haute. Il avait failli, il le savait, ayant mis à danger la vie de 100 familles. Il ne méritait plus de vivre. Il s'inclina devant l'escorte royale et attendit sans un mot qu'on en finît. Un énorme éclat de rire secoua tout le cortège. Les indigènes se ruèrent vers lui pour l'embrasser. Les femmes chantaient à tue-tête et les enfants dansaient en ronde. Gulliver n'y comprenait absolument rien. Il s'approcha, incrédule, du trône de sa majesté, et faisant la révérence, il attendit, tremblant, que le chef tribal lui adressât la parole. « Tu es papa, c'est un garçon !» Et les rires et la fête repartirent de plus belle. On le ramena au village, le portant en triomphe, le touchant, l'embrassant même. Il pensait qu'il allait se réveiller, qu'il était la proie d'une mauvaise fièvre, que certaines racines qu'il avait mangées devaient être hallucinogènes. Mais quand il s'approcha de sa case, Aminaya sortit à sa rencontre, souriante comme un soleil, son bébé dans les bras. Il ne rêvait donc pas. Le bambin lui fit un énorme sourire, et cela déclencha de nouveau l'hilarité générale. Il s'ensuivit une fête des plus colorées qui dura jusqu'à l'épuisement général. Aminaya et son mari passèrent la nuit à se parler, à pleurer, à s'embrasser, à s'aimer. Tous ces événements le bouleversèrent au plus haut point.
Et ce fut le regard encore rougi de larmes qu'il se présenta le lendemain devant le roi qui l'avait fait mander. Gulliver, mon ami, le conseil a délibéré, et nous avons parlé de toi. Pour la première fois de sa vie peut-être, le marin écouta attentivement. Voilà ce qui a été décidé en ce qui te concerne. À partir de demain, tu ne garderas plus les ports, mais tu dirigeras l'île avec moi et mes conseillers. Je me fais vieux, tu sais, je suis fatigué, et nous pensons tous que tu feras un très bon chef. Le roi d'Igan semblait des plus sérieux. Quelle nouvelle! Majesté, j'ai failli à ma tâche, j'ai dérobé nos concitoyens, j'ai agi ma guise, j'ai brisé mon couple, et par ma faute des enfants sont tombés malades. Comment, je ne comprends pas. Pouvez-vous m'avoir choisi? Ah, lui dit le roi, pour cela même nous te choisissons, car nous sommes sûrs que tu ne feras jamais plus un coup pareil. Sa Majesté et son conseil éclatèrent de rire, et Gulliver rentra chez lui encore plus déstabilisé que jamais. Il annonça la nouvelle à sa femme, lui demandant ce qu'elle en pensait s'il devait accepter. Je t'ai tellement négligé. Si je deviens conseiller, nous ne serons que très peu souvent ensemble. Accepte, mon ami, lui dit tendrement Aminaya. Tout ira bien, tu verras, je serai à tes côtés. Et je prendrai soin du bébé, dit Maëva d'une voix assurée, ses petits yeux cernés et sa bouche en arrondi. Ce fut au tour du marin de sourire. Il serra sa famille de toutes ses forces, les embrassa, pleura, rit, et en attendant sa nomination officielle, retourna à son travail de porcher, visitant les maisons. À la place des ordures habituelles, les autochtones lui offrirent des guirlandes de fleurs, des gâteaux de manioc et des tranches de coteaux pour les enfants. La cérémonie de nomination fut des plus émouvantes. Gulliver reçut des mains du roi d'Igan le collier de ministre et le talisman de la tribu. Il prononça avec humilité un tout autre discours que celui qu'il avait fait avec tant d'arrogance presque une année auparavant. Mes amis, vous m'avez fait l'honneur de m'inclure au conseil malgré mes graves erreurs et mes manquements passés. J'accepte avec joie l'honneur qui m'est fait, ainsi que cette charge. Majesté, vous m'avez appris une grande leçon, je vous en remercie. Je serai votre second dévoué et attentif, et quand le jour viendra, je m'efforcerai d'être un aussi bon roi que vous. Et tout le monde s'esclaffait. Mais qu'avait-il encore dit? Ah, mon ami, c'est mal me connaître. Et l'on passa le reste de la cérémonie à parler du roi d'Igan. Comment il avait une fois mis le feu au poulailler dans sa jeunesse. Comment il était parti chasser le requin tout seul, avait failli être dévoré, ou comment il avait cru qu'en se jetant d'une falaise, accroché à un pagne tendu entre deux bambous, il aurait pu voler comme un oiseau. J'en ai encore mal aux côtes. Sa phrase déclencha une nouvelle vague d'allégresse, et tout le village fêta les retrouvailles de Gulliver avec son bébé et sa famille, Aminaya avec son mari, le roi avec son second, et la tribu avec son insouciance si caractéristique de ses pays lointains et colorés, et sa bonne humeur sans fin.